Les gens arrêtent leur voiture en plein milieu de l'autoroute et en sortent fascinés, les yeux rivés au ciel. Dans les villes, la foule se presse dans la rue. Les balcons et les toits des maisons sont pleins de gens qui fixent la lune, ébahis. Elle est rouge. Certains crient que c'est la fin du monde. D'autres cherchent à s'abriter. Effectivement, notre lune au blanc perpétuel semble avoir été aspergée de peinture rouge. Aucune raison d'avoir peur si tu assistes à un tel spectacle. Au contraire, profites-en. Un phénomène astronomique rare se déroule sous tes yeux. Il s'agit d'une éclipse totale de lune. Voici le Soleil, l'étoile située au cœur de notre système solaire. Et voilà Mercure, Vénus et enfin la Terre et la Lune. La Terre met 365 jours pour parcourir la totalité de son trajet orbital autour de l'étoile centrale. Dans le même temps, la Lune orbite autour de la Terre et en effectue le tour complet en 27 jours. La Terre crée une zone d'ombre qui traverse parfois la Lune. Cette ombre a une forme conique qui devient progressivement plus étroite. L'astre lunaire se trouve à une distance de 384 000 km de notre planète, soit 9 fois la longueur de l'équateur. À cette distance, la surface de l'ombre est environ 2,6 fois plus large que la Lune. Une fois dans cette zone, la lumière directe du Soleil ne peut donc pas l'atteindre. Dans ce cas, elle aurait dû disparaître dans l'obscurité. Pourtant, elle est visible et devenue rouge. Cela se produit car les rayons du Soleil traversent l'atmosphère terrestre. Quand les conditions sont réunies et qu'ils se dispersent, une grande partie de la lumière bleue s'évanouit. Les rayons rouges et oranges, quant à eux, continuent leur chemin et atteignent la surface de la Lune. Voilà, tu es le témoin d'un phénomène appelé la lune de sang. D'ailleurs, cette courbure de la lumière se produit au coucher et au lever du Soleil. L'atmosphère diffracte la lumière bleue et le ciel apparaît rouge-orangé. Si tu te tenais à la surface de la Lune pendant une éclipse lunaire totale, la Terre se trouverait exactement entre toi et le Soleil. Tu pourrais alors observer une éclipse solaire. La surface de la Terre deviendrait entièrement sombre pour toi. Tout ce que tu verrais serait la couronne du Soleil qui illuminerait les bords de la planète. Quand on regarde la Terre depuis la Lune, elle a presque la même taille que la Lune observée depuis la Terre. Une éclipse de lune aussi rouge est rare, car plusieurs facteurs doivent coïncider. L'un d'eux est que la lune doit être pleine. En général, on peut voir 2 éclipses totales de lune par an. En 2038, tu pourras voir 4 éclipses de ce type. Et l'éclipse elle-même peut durer jusqu'à 108 minutes. Mais cela reste exceptionnel. La dernière fois qu'une lune de sang aussi longue a été observée, c'était en 2000. Il y a longtemps, les populations n'avaient pas la même connaissance de notre satellite, et la vue d'une lune rouge pouvait paraître effrayante. On avait tendance à l'interpréter comme un signe négatif et un présage de mauvais augure. Ceux qui connaissaient le calendrier des éclipses pouvaient en tirer profit. Par exemple, Christophe Colomb avait un almanach astronomique et savait quand aurait lieu la prochaine éclipse de lune. Il a volontairement terrifié les habitants des îles Caraïbes lorsqu'il a soi-disant prédit la lune rouge. La Lune a réellement été une boule de lave rouge par le passé. On fait référence ici à un passé lointain, il y a 4,5 milliards d'années. Voici notre système solaire. C'est plein de poussière et d'astéroïdes qui se heurtent constamment les uns aux autres comme dans une sorte de grand billard spatial. Voici la Terre. Elle commence tout juste à se refroidir après les impacts constants d'astéroïdes et de comètes. C'est alors que Theia apparaît à l'horizon. Une planète de la taille de Mars. Elle avait une orbite chaotique et s'approchait de la Terre en spirale. Une collision était inévitable, et à un moment donné, l'un des plus grands crashs de notre système solaire a eu lieu. Theia a frappé la Terre de plein fouet, arrachant une partie de la croûte terrestre qui s'est retrouvée projetée dans l'espace. La Terre, à son tour, a absorbé une partie de la planète qui l'a percutée. Les débris de la collision ont tourné autour de la Terre pendant un long moment. Ils formaient une sorte d'anneau, similaire à ceux de Saturne. Les débris en orbite se sont heurtés et empilés autour d'un centre de gravité commun. C'est ainsi que la Terre a eu sa lune. Il y a une théorie qui dit que cette collision a participé à la naissance de la vie sur notre planète. Theia a frappé la Terre à un angle parfait. Si la collision avait été frontale, les 2 planètes auraient probablement été détruites dans une gigantesque explosion. Si l'impact avait été latéral, il n'y aurait pas eu assez de débris dans l'orbite de la Terre pour former la Lune. Mais nous avons eu le ticket gagnant. La Lune a stabilisé la rotation de la Terre. La collision a brisé la croûte solide de la planète et a permis aux océans de se former. Tu vois où on veut en venir ? L'eau est à la base de la vie. Lorsque les noyaux de la Terre et de Theia ont fusionné, provoquant la création d'une puissante magnétosphère qui protège tous les organismes vivants des radiations solaires. La Lune, avec le Soleil, contrôle les marées. La gravité lunaire semble attirer à elle l'eau de la surface terrestre.
tout comme le Soleil. Autrement dit, si la Terre était une boule d'eau, il y aurait 2 montagnes, une du côté de la Lune et une du côté du Soleil. Et comme la Lune se déplace autour de la Terre, cette montagne d'eau se déplace de la même façon. Si tu te trouves en pleine mer avec un mètre, tu verras que la Lune exerce une force d'attraction qui l'élève de 10 à 15 cm. La Lune est liée à la Terre par la force gravitationnelle. C'est la raison pour laquelle elle ne nous montre qu'un seul côté, comme Mercure et le Soleil. Mais la Lune n'est pas pour autant dans un état stationnaire. Elle s'éloigne d'ailleurs progressivement de notre planète d'environ 4 cm par an. Lentement mais sûrement, dans plus ou moins 600 millions d'années, elle aura tellement rétréci dans notre ciel que nous ne pourrons plus voir les éclipses de Lune. Tu vois ce cratère ? C'est Tycho. Il est visible pendant la pleine lune à cause de ses rayons brillants qui s'étendent sur des milliers de kilomètres depuis son épicentre. C'est le plus jeune cratère sur la Lune. Les scientifiques disent qu'il est apparu là suite à l'impact d'une météorite il y a environ 109 millions d'années. À cette époque, les dinosaures, qui arpentaient encore la surface de notre planète, ont peut-être aperçu l'impact. Celui-ci a très probablement été accompagné d'une grande explosion comme une salve dans le ciel nocturne. L'humanité adore explorer la Lune. Nous avons mené un paquet de missions là-haut. Au total, 12 personnes ont posé le pied sur la Lune. La force gravitationnelle y est 6 fois moins importante que sur la Terre. Si un individu sur notre planète pèse environ 80 kg, sur la surface de la Lune, la balance n'affichera que 13 kg, soit le poids d'un chien moyen. C'est pourquoi les astronautes bougeaient, sautaient et tombaient de façon si étrange sur la Lune. Si tu t'y trouvais, ta force serait multipliée par 6. Ici, sur Terre, une personne peut soulever en moyenne une charge de 60 kg. Mais sur la Lune, tu pourrais soulever une grosse moto, ou un grizzly. La surface de la Lune est couverte de régolithes. Il s'agit de la poussière lunaire qui recouvre le sol ferme. Cette poussière conserve très bien les empreintes de pas. La plus célèbre de ces empreintes, qui a donné lieu à de nombreuses théories farfelues, est celle-ci. Voici l'empreinte, et voici la chaussure qu'il a laissée. Mais la chaussure est complètement plate. L'explication est simple. Les astronautes portaient des bottes supplémentaires pour marcher sur la surface lunaire. Elles ont exactement le type de semelle qui a laissé ces marques. En plus des empreintes de pas, nous avons laissé plein d'objets sur la Lune. Parmi eux, plusieurs rovers lunaires, mais aussi une balle de golf, des drapeaux et des déchets humains. Il y a aussi beaucoup de satellites brisés et de pièces de fusée. En tout, il y a environ 187 000 kg d'objets fabriqués par les humains. C'est le poids de 3 avions de ligne, ou 31 éléphants adultes. À l'avenir, nous prévoyons de reprendre les missions vers la Lune. De nouveaux alunisseurs exploreront la surface de notre satellite pour y trouver des ressources naturelles. C'est aussi un endroit idéal pour tester de nouveaux rovers. Nous allons même construire une structure similaire à la Station spatiale internationale en orbite de la Lune, la Lunar Orbital Platform Gateway. Ce sera une plateforme très pratique pour explorer la Lune et lancer des engins spatiaux dans l'espace lointain. Si tu pars d'ici, le vaisseau spatial n'aura pas besoin de dépenser la quasi-totalité de son carburant pour surmonter la force de gravité terrestre. Une station de ce type permettrait donc d'économiser du carburant et de l'argent. Les scientifiques espèrent que nous serons en mesure d'extraire de l'eau de la surface de la Lune. Il a en effet été démontré que de la glace s'y trouvait, notamment au fond des cratères que la lumière du Soleil ne peut atteindre. Peut-être y enverrons-nous un rover capable de forer à quelques mètres de la surface pour y chercher de l'eau. L'humanité a déjà la technologie pour construire une véritable colonie lunaire. Jusqu'à 3 jours de voyage seraient nécessaires pour y aller. Il faudrait d'abord apporter suffisamment de panneaux solaires et de matériaux de construction sur la Lune. Celle-ci ne possédant pas d'atmosphère propre, ses habitants potentiels seraient donc démunis face aux radiations solaires. Cela implique la construction de maisons en sous-sol pour les protéger. Les imprimantes 3D modernes permettront de faciliter et d'accélérer la construction. Cependant, les réserves de nourriture et d'eau ne peuvent être maintenues que par un approvisionnement constant depuis la Terre. Il en va de même pour l'oxygène. Chaque lancement de fusée coûtant des millions de dollars, la colonisation de la Lune reste pour l'instant en question. La Lune pourrait aussi bien devenir un objet de tourisme spatial. Imagine, un vaisseau décolle de la Terre. 3 jours de voyage et tu es en orbite autour de la Lune. Le module lunaire se désarime et tu atterris à la surface. Tu montes sur un rover, tu explores les cratères, puis tu retournes sur le module d'atterrissage. Les moteurs démarrent et l'atterrisseur te remet en orbite. Tu t'amarres au vaisseau et retournes sur Terre. Ça promet d'être un super programme pour une semaine de vacances. On dit que quelque part, il y a un stylo qui peut fonctionner en apesanteur, à des températures extrêmes et même sous l'eau. Que ce stylo peut écrire sur quasiment toutes les surfaces, même à l'envers.
et ce par des températures pouvant atteindre les 300 degrés. On dit aussi que la NASA a dépensé des millions voire des milliards de dollars et presque une décennie pour développer un tel objet. Le problème des stylos à billes dans l'espace est qu'ils ne fonctionnent pas dans les conditions d'apesanteur. L'encre ne peut pas s'écouler vers la bille normalement, puisque la gravité ne l'affecte pas. Au lieu de cela, une pression est appliquée au réservoir d'encre et les stylos se mettent à fuir. Jusqu'à récemment, la NASA utilisait donc des crayons à papier. Ceux-ci étant composés de bois, ils représentaient un risque d'incendie dans la plupart des vaisseaux spatiaux de l'époque, dont l'atmosphère interne était composée à 100 degrés d'oxygène. La nécessité d'un super stylo était donc évidente. Mais quoi qu'en disent les rumeurs, la NASA n'a pas créé un tel stylo, ni dépensé une fortune pour la recherche. Son développement a été sponsorisé par Paul C. Fisher de la Fisher Pen Company, basée à Chicago. Plus d'1 million de dollars et près de 10 ans ont été nécessaires pour mettre au point une cartouche d'encre pressurisée. Elle devait permettre aux stylos spatiaux de fonctionner en gravité zéro et dans d'autres conditions extrêmes. En définitive, ils ont obtenu un stylo qui pouvait s'utiliser à des températures allant de moins 35 degrés à 120 degrés. Impressionnant, n'est-ce pas? Le stylo a été breveté en 1966. Un an plus tard, après avoir conduit plusieurs tests approfondis, la NASA a entrepris d'en équiper les astronautes des missions Apollo. Étonnamment, les rumeurs selon lesquelles la NASA a dépensé une somme démentielle pour le développement de stylos spatiaux circulent depuis des décennies. Elles ont été démenties à de nombreuses reprises, mais elles refont surface encore et encore. De nombreux films de science-fiction peuvent te laisser penser que tout ce qui se passe dans l'espace est accompagné d'un genre d'effet sonore, ce qui est une idée reçue totalement fausse. Dans l'espace, personne ne t'entend crier. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. C'est un vide presque parfait qui rend le déplacement des ondes sonores impossible. Elles ne peuvent donc pas atteindre tes tympans et les faire vibrer afin d'envoyer les signaux nécessaires à ton cerveau. Mais c'est une bonne chose, surtout pour les astronautes au cours de leur sortie dans l'espace. Sans le calme du vide spatial, ils seraient constamment submergés par le bruit des tempêtes solaires. Voici une autre idée reçue. Toutes les comètes ont de belles et longues queues. Ce n'est rien d'autre qu'un mythe populaire. En réalité, les comètes sont des corps spatiaux très difficiles à repérer. Elles passent généralement beaucoup de temps loin des étoiles. Là, dans l'obscurité de l'espace, elles restent plutôt inactives et complètement gelées. Les comètes n'ont une queue que lorsqu'elles se rapprochent d'une étoile. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à se réchauffer. Ce processus les conduit à développer une sorte d'atmosphère nuageuse qu'on appelle coma et une queue distinctive. La queue pointe toujours du côté opposé de l'étoile qui influence la comète, car elle est poussée dans la direction opposée par le rayonnement et les vents solaires. C'est pourquoi la queue peut aussi se trouver devant la comète, et non à sa suite. Voyons maintenant ce qu'est une année-lumière. Le nom même de cette notion peut laisser entendre que nous parlons de temps. Mais en réalité, les années-lumière sont une unité de distance. La définition de la NASA d'une année-lumière est la suivante. La distance totale qu'un faisceau de lumière se déplaçant en ligne droite parcourt en 1 an. Et comme la lumière se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde, une année-lumière équivaut à presque 9 000 milliards de kilomètres. Les gens croient souvent qu'on expérimente la gravité zéro dans l'espace, d'où la pesanteur qu'éprouvent les astronautes dans la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La gravité est l'une des forces les plus importantes qui existent dans l'univers. Grâce à elle, la Lune peut tourner autour de la Terre et le Soleil ne dérive pas loin de notre galaxie, la Voie lactée. Les astronautes de l'ISS ne subissent pas une gravité nulle, mais une microgravité. La gravité sur la station spatiale est seulement 10% plus faible que la gravité à la surface de la Terre. Mais les astronautes sont constamment en chute libre. Le véhicule spatial, les personnes qui s'y trouvent et tous les objets à bord tombent sans cesse vers l'avant, pas vers le bas, mais autour de notre planète, en suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets à l'intérieur semblent flotter. C'est pourquoi les astronautes peuvent déplacer des objets pesant des centaines de kilos du bout des doigts. Et même si la microgravité est souvent appelée gravité zéro, ce sont en fait deux choses très différentes. On peut avoir l'impression que le Soleil est toujours en feu. Du moins, c'est l'impression que donnent les photos. Mais en réalité, notre étoile est une boule géante de gaz. Les réactions nucléaires qui se produisent en permanence dans son noyau font brûler le Soleil. Chaque seconde, des centaines de millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en presque autant d'hélium. Durant ce processus, d'énormes quantités d'énergie sont libérées sous forme de rayons gamma. Ensuite, ces rayons se transforment en lumière. En d'autres termes, le Soleil émet effectivement une lumière aveuglante et une chaleur incroyable. Mais il n'est pas réellement en feu, car il n'y a pas d'oxygène impliqué dans le processus.
Un humain peut exploser s'il sort dans l'espace sans combinaison spatiale. Eh bien, contrairement à la croyance populaire, enlever une combinaison spatiale pendant une sortie dans l'espace ne sera pas aussi dramatique que ce que l'on voit souvent dans les films. La personne perdra tout simplement conscience en raison d'un manque d'oxygène après 15 secondes de présence dans l'espace sans protection. Avant que cela n'arrive, il lui faudra expirer autant d'air que possible, sinon cet oxygène endommagera ses poumons de l'intérieur. Ensuite, sans la protection de la combinaison spatiale, qui agit comme un mini-vaisseau spatial, la pression à l'intérieur de son corps va chuter. Cela provoquera des problèmes encore plus graves. Et même si cette personne n'éclatera certainement pas, elle n'aura pas intérêt à rester dehors trop longtemps. On entend souvent dire que les trous noirs sont de gigantesques et terrifiants aspirateurs cosmiques. Mais en réalité, les trous noirs sont plutôt de l'ordre du piège à mouches. Ils ne sont pas en quête permanente de choses à aspirer. Au lieu de ça, ils restent plantés là, assez passivement. Ce n'est que lorsqu'une étoile s'approche trop près qu'un trou noir entre en action. Et encore, seuls les objets spatiaux qui franchissent une certaine frontière se font déchiqueter. Si le Soleil était soudainement remplacé par un trou noir, l'orbite de la Terre ne changerait pas. Par contre, sa température serait différente. Notre planète ne serait plus affectée par les tempêtes magnétiques ou les vents solaires. Supposons que ce trou noir ait la même masse que notre étoile. Selon les lois de la physique, il faudrait que la Terre s'approche vraiment très près pour y être entraînée. La légende de la face sombre de la Lune a été démystifiée il y a plus de 50 ans. Pourtant, tout le monde ne sait pas que cette face sombre est simplement la partie du satellite naturel de la Terre qui est orientée du côté opposé. Elle n'est en aucun cas plus sombre que le reste de la Lune, et la lumière du Soleil parvient de manière égale sur l'ensemble de la surface lunaire. Si elle semble plus sombre, c'est uniquement car nous ne pouvons jamais la voir depuis la Terre. Ceci est le résultat d'un phénomène connu sous le nom de rotation synchrone. Au cours de milliards d'années d'histoire spatiale, le lien gravitationnel entre notre planète et son satellite naturel a modifié leurs orbites. Leur vitesse de déplacement a également changé. Et comme la Terre est bien plus volumineuse que la Lune, la rotation du satellite a été progressivement ralentie, jusqu'au moment où elle a atteint son point d'équilibre. Et aujourd'hui, il faut le même temps à la Lune pour faire une rotation complète sur son axe et pour effectuer une orbite complète autour de la Terre. Tu as peut-être entendu des gens parler de Vénus comme de la jumelle de la Terre. Il est vrai que ces deux planètes ont presque la même taille. Elles ont aussi une masse et une composition similaires. La gravité à la surface de Vénus équivaut à 91% de celle de la Terre. Donc si tu pèses 45 kg sur notre planète, tu en pèserais 40 sur Vénus. Et pourtant, qualifier ces planètes de jumelles est très exagéré. L'atmosphère de Vénus est 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. De plus, les températures à sa surface sont incroyablement élevées. Jusqu'à 455 degrés. C'est assez chaud pour faire fondre le plomb ou carboniser ta pizza. Vénus n'a pas d'océan rempli d'eau liquide ni aucune forme de vie. Elle tourne aussi à l'envers par rapport à toutes les autres planètes du système solaire, y compris la Terre. À propos, un autre mythe prétend que Mercure est la planète la plus chaude du système solaire. Après tout, c'est la planète la plus proche du Soleil. Mais en réalité, Vénus est plus chaude. Les astéroïdes frappent la Terre beaucoup plus souvent que les gens ont tendance à le croire. Mais la grande majorité de ces collisions sont loin d'être le genre d'événements cataclysmiques capables de faire basculer l'histoire, provoquant par exemple une extinction massive. La plupart d'entre eux passent complètement inaperçus. La plupart des astéroïdes qui s'approchent de notre planète sont qualifiés d'objets géocroiseurs. Ils se consument généralement dans l'atmosphère terrestre avant d'avoir la moindre chance d'anéantir la vie à la surface de la planète. Non qu'ils soient d'ailleurs assez gros pour y parvenir. Et pourtant, environ 40 à 80 tonnes de débris spatiaux tombent sur la Terre chaque année. La plupart de ces débris sont de minuscules astéroïdes, aussi appelés bolides. Ils ne font généralement pas plus de 20 mètres de diamètre. Qu'est-ce qui peut bien survivre dans l'espace ? Eh bien, pour commencer, les humains en sont capables. En tout cas, s'ils ont une bonne combinaison spatiale. La combinaison spatiale est absolument indispensable dans le vide de l'espace. Sans elle, tu devras rester à l'intérieur du vaisseau ou d'une éventuelle habitation modulaire sur la Lune ou sur Mars. Actuellement, la NASA n'a que quelques anciennes combinaisons spatiales prêtes à être utilisées en dehors d'un vaisseau comme la Station spatiale internationale. La mission Artemis de la NASA sur la Lune prévoit la conception de nouvelles combinaisons pour les hommes et les femmes. Elle dispose d'un budget d'1/4 de milliard de dollars pour celle-ci. Ces nouvelles combinaisons sont beaucoup moins encombrantes que les anciennes et beaucoup plus tendances. Mais quelles créatures autres que les humains peuvent vivre dans l'espace ? 3 animaux ont déjà été envoyés dans l'espace et ils sont tous rentrés sains et saufs.
Est-ce que ça compte? 2 chiennes, Belka et Strelka, ont passé une journée à l'intérieur d'un vaisseau spatial russe en 1960 et sont devenues des stars à leur retour. Les États-Unis ont lancé un chimpanzé comme Ham pour un voyage de 16 minutes dans l'espace, sachant que l'espace commence à 100 km au-dessus du niveau de la mer et il ne faut que quelques minutes à une fusée pour y arriver. Ham, qui portait une combinaison spatiale, s'est admirablement acquitté de toutes ses tâches en appuyant sur des boutons et il est honoré dans l'International Space Hall of Fame d'Alamogordo au Nouveau-Mexique. Mais de façon plus concrète, les tardigrades peuvent vraiment survivre dans l'espace. Les tardigrades, ou oursons d'eau comme on les appelle souvent, sont bruns et ressemblent à de minuscules grizzlies. Ils sont parmi les animaux à pattes les plus petits et ils en ont 8. La plupart des espèces de tardigrades n'ont pas d'yeux, mais certaines en ont. Il est possible de voir les oursons d'eau avec une bonne loupe car leur taille moyenne est d'environ 1/2 millimètre. Asperge un peu d'eau sur de la mousse et ils sortiront. Ils peuvent marcher à environ 1 longueur de corde par seconde et courir à environ 2 longueurs de corde par seconde. Les œufs de tardigrades sont plus faciles à repérer car ils sont d'un blanc éclatant. L'Agence spatiale européenne a emmené des oursons d'eau dans la Station spatiale internationale et les a laissés dehors pendant 10 jours. Et ils ont survécu. Sans air, sans eau, dans un vide quasi total avec des radiations solaires nocives, ainsi qu'un froid et une chaleur extrême. Dans des conditions pareilles, les tardigrades peuvent compter sur leur exosquelette pour les protéger. Lors de tests en laboratoire, cet exosquelette a pu résister à une pression immense de plus de 6000 bars. C'est une sacrée combinaison spatiale. Les oursons d'eau ont même été congelés pendant 30 ans. Et lorsqu'ils ont été réchauffés, ils se sont ranimés et étaient toujours capables de se reproduire. Alors que nous recherchons la vie dans l'espace et que nous explorons Mars, ces formes de vie extrêmes deviennent essentielles à comprendre. Si les tardigrades peuvent survivre littéralement à toutes les conditions environnementales, pouvons-nous conclure que la vie peut se trouver partout dans l'espace? Les extrémophiles sont des formes de vie qui vivent dans des conditions extrêmes comme celles que pourraient avoir d'autres planètes. La grotte de Moville, en Roumanie, est l'un de ces endroits qui pourrait tout aussi bien se trouver sur une autre planète. Toute la vie sur Terre, à la surface de la Terre du moins, est à base de carbone. Cela signifie que les atomes de carbone agissent un peu comme des blocs de Lego universels auxquels les atomes d'hydrogène, d'oxygène et d'azote se connectent pour former les molécules dont sont constituées les cellules des organismes vivants, mais pas dans la grotte de Moville. Elle a été fermée hermétiquement il y a au moins 2,5 millions d'années. L'eau qui perle à travers la roche calcaire a formé un lac dans la grotte, un mélange de sulfure d'hydrogène, toxique et corrosif, et d'ammoniac. Qu'est-ce qui pourrait bien vivre dans une soupe aussi toxique? Réponse: des formes de vie à base de soufre. Un système écologique entier sans lumière ni photosynthèse existe à l'intérieur de la grotte Moville. La chaîne alimentaire est basée sur la chimiosynthèse, des micro-organismes qui mangent des produits chimiques à base de soufre. 33 espèces de créatures à base de soufre ont été découvertes vivant dans l'environnement hostile de la grotte Moville. Crevettes, scorpions, mille-pattes, escargots, etc. La grotte Moville est un monde extraterrestre profondément enfoui dans le sol, rempli de formes de vie à base de soufre. Si de telles créatures existent sur Terre, que pouvons-nous espérer trouver dans l'espace? Des bactéries. Les bactéries forment la base de la chaîne alimentaire et il a été prouvé que les bactéries pouvaient vivre dans l'espace de même que les champignons. Dans les années 1980, les cosmonautes de la station spatiale Mir se sont plaints que quelque chose poussait à l'extérieur des fenêtres de la station et bloquait leur vue sur la Terre. Après inspection, il s'est avéré que c'était des bactéries et des champignons. Les fenêtres faites de quartz étaient endommagées et affaiblies par ce qui poussait à la surface. On a également découvert que des champignons mangeaient le cuivre de certains câbles et que de la moisissure se développait à certains endroits de l'extérieur de Mir. La station spatiale était littéralement attaquée par des micro-organismes. Les scientifiques ont pris cela très au sérieux et ont commencé à enquêter. Il semble que dans un environnement stérile, comme l'espace, les bactéries sortent de leur cachette lorsqu'il n'y a pas d'autres micro-organismes. Le rayonnement cosmique pourrait même les aider à muter et à s'adapter à l'environnement spatial. Les bactéries semblent se développer encore plus vite dans l'espace que sur Terre. Des années plus tard, les États-Unis ont décidé de mener une expérience sur les bactéries dans la Station spatiale internationale. Ils ont enduit des roches de diverses bactéries et les ont placées à l'extérieur de la station spatiale. Certaines bactéries n'ont pas survécu aux conditions difficiles de l'espace, mais beaucoup y sont parvenus. Une souche appelée OU20 a même survécu pendant plus d'1 an et demi à l'extérieur de l'ISS. Le Japon a également fait une expérience bactérienne sur la Station spatiale internationale.
à l'extérieur du module japonais Kibo, le bras robotique de Kibo a placé 3 panneaux avec la bactérie Deinococcus radiodurans ou D. radiodurans. Pour faire court, elle a survécu dans l'espace extérieur pendant 3 ans. Le scientifique principal de l'expérience japonaise a calculé que la bactérie pouvait vivre jusqu'à 8 ans dans l'espace. C'est assez long pour faire 4 voyages aller-retour vers Mars. Cela soulève quelques questions intéressantes. La vie aurait-elle pu arriver sur Terre depuis Mars, dans une roche spatiale ? Et plus précisément, une bactérie infectieuse aurait-elle pu arriver sur Terre dans une roche spatiale ? Soudain, ce qui n'avait été envisagé que dans les livres et les films de science-fiction faisait désormais l'objet d'un examen scientifique poussé. Et puis, il y a eu le météore de Mars. L'Antarctique est le meilleur endroit pour trouver des météores, car le continent est recouvert de glace. La glace de la région d'Alan Hills, en Antarctique, est maintenue par la configuration de la montagne environnante. La glace ici est sublimée, ce qui signifie qu'elle s'évapore sans jamais devenir liquide, mais en se transformant directement en vapeur. En se sublimant, la glace de la région d'Alan Hills expose tous les météores qui l'ont frappé pendant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Les chasseurs de météores se déplacent en motoneige et les ramassent avec des pinces sans jamais les toucher pour éviter de les contaminer avec des bactéries humaines. Ils mettent les météores dans des sachets, les numérotent et enregistrent l'emplacement et tout autre fait pertinent concernant le météore. C'est ainsi qu'a été trouvé le météore ALH 84001, aussi appelé le météore de Mars. Comme la Terre est frappée par environ 17 météores par jour, sur des milliers d'années, les chiffres s'additionnent. Presque chaque endroit du monde a été frappé par un météore à un moment ou à un autre. À 11 ans d'intervalle, 2 maisons de la même rue, à Wethersfield, dans le Connecticut, ont vu leur toit perforé par des météores d'1 demi-kilo. Mais seuls quelques rares météores proviennent de Mars. À ce jour, 126 météores ont été identifiés comme provenant de la planète rouge. ALH 84001 venait de Mars. Les scientifiques le savent car les États-Unis ont fait atterrir une sonde sur Mars et y ont échantillonné des roches et la composition de l'atmosphère. ALH 84001 contenait les mêmes gaz que l'atmosphère de Mars et une composition chimique similaire à celle des roches. Mais le météore contenait aussi quelque chose d'autre, une forme de vie fossilisée. Il y a eu beaucoup de débats pour savoir si le minuscule objet à l'intérieur d'ALH 84001 était ou non une forme de vie bactérienne fossilisée, ou plutôt un dépôt chimique. Mais les études menées à bord de la Station spatiale internationale confirment que les bactéries peuvent vivre pendant une longue durée dans l'espace. Il est donc tout à fait possible que certaines bactéries fassent le voyage vers la Terre depuis Mars dans un météore. Le rover américain d'exploration martienne, Perseverance, a récemment trouvé des molécules organiques à l'intérieur des roches de Mars. Ces molécules organiques sont composées de carbone et d'hydrogène. Avant 2030, date à laquelle les échantillons seront rapportés sur Terre, on ne saura pas si ces molécules organiques ont été produites par des organismes vivants ou simplement par des réactions chimiques. La recherche de la vie sur Mars est en cours. Mais Mars n'est pas le seul endroit du système solaire qui pourrait abriter la vie. Europe, la lune de Jupiter, est aussi une candidate sérieuse. Entièrement recouverte de plusieurs kilomètres de glace épaisse, Europe pourrait avoir un océan d'eau salée sous sa croûte gelée. La glace agit comme une couverture isolante, combinée à de possibles processus thermiques internes dans le noyau d'Europe. Cela signifie que l'eau de l'océan d'Europe pourrait être chaude. La mission Europa Clipper Express prévoit de confirmer les conditions de vie sur Europe. Chargée de 9 équipements d'observation, Europa Clipper tentera d'analyser à peu près tout ce qui peut se passer en orbitant au-dessus d'Europe, y compris la composition chimique de la mystérieuse matière rougeâtre qui a été éjectée de l'océan inférieur sur la glace de surface. Que pourrait être ce matériau rougeâtre ? Pourrait-il s'agir d'un mélange chimique spécifique ou de krill, de crevettes, de poissons, de formes de vie semblables à la grotte de Mauville ? On retient tous notre souffle.